Salut Catherine et Pablo. Salut Salut, Pierre, salut. salut Pablo. Vous avez passé, je ne sais pas s'il faut dire un joyeux Noël ou une bonne fête. Ouais, pas mal. Ça Ouais, va, ça c'était va. sympa. On a vu mieux, on Bon, a vu mieux. Un peu apeuré par bon, le Covid, mais ça va. ouais, ça tombe un peu de partout là en ce moment, les uns et les autres, les cas contacts, la famille, les amis. Ouais, bon, on s'était dit quand même avant la fin de l'année qu'on se ferait un petit débrief pour faire un petit bilan de ce début de campagne et voir comment vous imaginez tous les deux que cette campagne va se poursuivre à la rentrée, primaire, pas primaire. La gauche peut-elle gagner? Va-t-elle gagner d'ailleurs? L'extrême droite menace-t-elle toujours autant? On va en parler. Bah, écoutez, peut-être on va commencer par ça. On va se dire que là, les derniers jours avant le début des vacances, là, il y a eu du mouvement à gauche, hein, avec la proposition d'Anne Hidalgo de faire une primaire qui a été balayée d'un revers de main par Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel, et puis l'arrivée de Christiane Taubira. Campagne présidentielle inédite parce qu'on est dans un cadre de Covid qui est quand même absolument important, où on annonce une abstention record pour bien des raisons sans doute aussi. Le match Marine Le Pen, Emmanuel Macron n'est plus du tout certain, voire il est même presque battu en brèche par l'arrivée de Valérie Pécresse, qui pourrait être une candidate qui pourrait menacer sérieusement Emmanuel Macron. La candidature aussi de Christiane Taubira, si elle devait s'imposer, si elle n'était pas une candidature de plus, pourrait être aussi une menace, puisqu'on voit que dans les intentions de vote, elle peut récupérer une partie de l'électorat d'Emmanuel Macron, assez étonnamment. Allez, petite question très rapide, Pablo, peut-être. Cette fin d'année politique, comment tu la sens? Tu es plutôt, plutôt ambiance noire, comme ton noir et blanc d'ailleurs. Tu es le yin et le Bah, yang bon. avec ton pull. Il y a du bon, il y a du mauvais. Il y a quoi dans ce qu'on vient de vivre les dernières 2 semaines qu'on a passées? Bah, moi, ce qui me fait un peu flipper, pour tout dire, dans le paysage politique qui est en train de se dessiner à l'approche de cette présidentielle, c'est que à droite, ben, la situation s'est relativement décantée. C'est-à-dire que maintenant, il y a 4 candidats. Il y a Emmanuel Macron, enfin, si on peut dire qu'il est à droite, mais enfin, on va plutôt nous le classer à droite. Il y a Valérie Pécresse, il y a Éric Zemmour et il y a Marine Le Pen. Donc ça y est, ils sont dans les starting blocks, ils vont faire leur campagne, ils commencent à développer les différents points, les différents axes qui vont être les leurs pendant les mois à venir, les semaines à venir. Et à gauche, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est toujours pas très clair. C'est-à-dire qu'effectivement, bah, y a 2 candidats dont, à titre personnel, je pense qu'ils iront jusqu'au bout parce qu'on l'a répété dans des émissions précédentes, je ne vois aucune raison apparente qui pourrait faire qu'ils se rangent derrière les autres ou qu'ils retirent leur candidature. C'est Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Ensuite, bah, vous avez d'autres candidats, des plus petits candidats, enfin des candidats qui font des scores plus petits dans les sondages, Arnaud Montebourg, Fabien Roussel, Anne Hidalgo, qui eux, ben, à mon avis, là, il peut se passer des choses, mais enfin, il peut se passer des choses pour des candidats qui sont entre 1 et 3% ou 4% pour Anne Hidalgo. Donc, ce n'est pas très étonnant que ce soit Anne Hidalgo qui ait proposé la primaire, enfin, qui ait dit rejoindre la proposition de la primaire, dans la mesure où c'était celle qui, enfin, elle avait un score qui commençait à devenir de plus en plus ridicule. Mais enfin, moi, ce qui me trouble le plus, c'est qu'elle a fait cette proposition de primaire, alors que nous, à regard, pendant un temps, on s'est dit, bon, bah, peut-être elle a appelé des gens, elle a une stratégie, elle a des coups d'avance ou je ne sais pas quoi, mais a priori, non, non, elle a pris la décision toute seule, peut-être avec son état-major, mais a priori, elle a appelé personne. Le truc n'est absolument pas abordé. Même Christiane Taubira, enfin, même le rapport avec Christiane Taubira, on ne le comprend pas très bien. C'est-à-dire qu'elle dit oui, mais si on n'est que toutes les deux, enfin, en gros, s'il n'y a que elles deux, s'il n'y a que Christiane Taubira et Anne Hidalgo qui acceptent de participer à la primaire populaire, moi, j'ai toujours pas très bien compris si elles maintenaient leur participation à la primaire, ou en tout cas si Anne Hidalgo maintenait sa participation à la primaire, parce qu'elle a dit non, je veux que tout le monde soit là, sinon j'y participerai pas. Donc, où je n'accepterai pas le résultat de la primaire populaire. Donc, tout est excessivement flou à gauche, avec un seul petit… Il y a quelque chose qui s'est passé là ces derniers jours, enfin, je crois que c'était cette semaine, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, enfin, les Insoumis en ont beaucoup parlé, notamment sur les réseaux sociaux. Jean-Luc Mélenchon a pris 1 ou 2 points dans les sondages pour l'élection. Donc, il est plutôt aujourd'hui autour de 13. Enfin, il y a eu 1 ou 2 sondages qui le situent autour de 13. Donc, les Insoumis sur les réseaux sociaux ont dit « Ah bon, bah, c'est bon, vous voyez bien, c'est déjà il est le premier. Et en plus, regardez, il commence son ascension, il commence sa dynamique. »
bon, je ne suis pas certain que ça soit hyper pertinent, mais il s'avère que c'est la seule chose qu'on peut attendre. C'est qu'il y ait un candidat, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon, mais ce n'est pas forcément lui, hein, ça peut être Yannick Jadot, qui commence à amorcer une dynamique dans les sondages. Sinon je ne vois pas trop comment on va s'en sortir. Catherine, c'est vrai qu'au début du mois de décembre, on se disait, ça y est, on connaît le paysage de l'élection présidentielle, et puis patatras, Hidalgo, forte ou plutôt en mal de ses mauvais sondages, lance un pavé dans la mare à gauche. Et là, effectivement, on se dit que tout pourrait devenir possible, le retrait d'une candidature de Montebourg, possiblement l'effacement d'Hidalgo pour un Jadot, ou peut-être une primaire qui permettrait à Hidalgo de s'en sortir par le haut sans être victorieuse, parce qu'elle s'imagine assez peu victorieuse d'une primaire. Finalement, on est passé d'un cadre assez lisible de ce qu'allait être l'élection présidentielle à un cadre plus du tout lisible, comme vient de le dire Pablo. Tu es d'accord avec ça? Moi, je ne trouve pas que c'était très lisible, parce que je pense que du côté de la droite, la percée de Éric Zemmour, on ne savait pas trop si elle allait s'installer ou si elle allait se dégonfler. Et d'ailleurs, je pense qu'on ne le sait toujours pas complètement. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que Valérie Pécresse va réussir à repiquer chez Zemmour, et c'est quand même bien sa stratégie, et Ciotti est là pour ça. Et je dirais, il est le numéro 2 de la primaire, contrairement à d'autres numéro 2 de primaire. On peut dire qu'il appuie sa candidate. Il joue le jeu de Valérie Pécresse pour rabattre sur Valérie Pécresse des électeurs républicains, pour les ramener dans le giron d'un électorat de droite traditionnel. Donc, je trouve qu'à droite, ce n'est pas encore complètement décanté. On ne sait pas complètement ce que va être l'axe finalement de Pécresse. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a Ciotti qui cherche à remettre dans le giron. Je pense que Pécresse va chercher quand même un point d'équilibre, de façon à ne pas compromettre ses chances de second tour, quoi. Ça me semble clair. Je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas non plus complètement stabilisé son positionnement. Bon, il a fait son émission de 2 heures de désamorçage, ouais, pour qu'on arrête de le harceler avec son mépris absolu et sa suffisance et son arrogance, et que donc il espère que maintenant qu'il a dit, qu'il en a parlé, on va passer à autre chose. Je ne suis pas tout à fait certaine que ça suffira, mais enfin bon, il a du ressentiment personnel, hein, parce que moi je ne suis pas une spécialiste de ça, mais parce que les sondeurs, ceux qui analysent l'opinion, disent qu'il a finalement un assez bon jugement sur son action politique, mais un très mauvais jugement sur sa personnalité, et qu'il essaye de désamorcer ça. Et par ailleurs, je pense que Macron ne s'attendait pas à une configuration comme celle qui se présente, et je pense qu'il a intérêt à faire gaffe, maintenant que toute la droite, ils ont les différentes sensibilités à droite sont bien présentes, à ne pas complètement se dépouiller de son flanc gauche, son flanc social-libéral, ceux qui avaient quitté la gauche en 2017, de les conserver au maximum. Donc, moi, je ressens un peu un jeu d'équilibriste chez Emmanuel Macron. Donc, je trouve que c'est pas décanté à droite, et ce n'est pas décanté à gauche. Ce n'est pas décanté à gauche pour les raisons que tu as rappelées en introduction, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même cette histoire de primaire qui plane encore sur la gauche. Je pense que ce n'est pas décanté à gauche parce qu'il y a une vraie attente que quelque chose se passe à gauche dans l'électorat de gauche. Les gens ne se disent pas que l'affaire va s'arrêter comme ça, quoi. Enfin, ouais. On imagine que le champ soit là, et parce qu'en fait, est-ce que c'était possible? Je ne sais pas, mais en tout cas, aucun des candidats de gauche n'a tué le match dans la première pré-campagne. C'est-à-dire que l'on s'imaginait, moi, ce que je pensais possible, hein. J'avoue que j'imaginais qu'il y aurait quelqu'un qui allait vraiment se démarquer, entre Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, en gros, hein, les deux qui me paraissaient possibles pour pouvoir finalement prendre un ascendant tel qu'ils allaient réitérer le coup de Jean-Luc Mélenchon la dernière fois, d'être le vote utile à gauche, d'être le vote de rassemblement de la gauche. Je pensais que ça serait possible, ça n'a pas été le cas. Est-ce que ça le sera? Jean-Luc Mélenchon a une vraie avance en termes de notoriété, ça je pense que vraiment c'est incontestable, c'est-à-dire que dans les gens qui regardent de loin la politique, qui vont s'y intéresser sans doute à partir du mois de février-mars, au moins il y a quelqu'un qui est connu à gauche, c'est lui.
Donc ça, il a cette avance-là, il a l'avance de ceux qui ont voté pour lui la dernière fois. Il a aussi quand même, son image a été, on a quand même pris un coup dans la tête très sévère. Enfin, moi, je reviens d'une semaine de vacances dans l'Est avec ma famille, qui est une famille populaire de l'Est de la France, qui vote traditionnellement communiste et France insoumise. Et là, je les ai trouvés très, très perplexes. Mais perplexe au point de ne pas vouloir choisir et de peut-être s'abstenir ou Pour pas? l'instant, tout est ouvert, tout est sur la table, mais en tout cas, personne n'a. Enfin, les gens n'ont pas fait leur choix, quoi. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que certains disent bon, on finira sans doute par voter Jean-Luc Mélenchon pour son programme, mais en tout cas, il y a un vrai problème d'enthousiasme dans ce vote. Et puis l'impression que c'est n'importe quoi, ce qui se passe à gauche. Alors là, par contre, on était 14 à table, tout le monde était absolument d'accord sur le fait que c'était n'importe quoi et qu'on en attend quelque chose. Ceci étant, Taubira ne tue pas le match non plus. Non, voilà, pour l'instant, en tout cas, non, ça c'est sûr. Oui, non, et je pense que non seulement elle ne tue pas le match, mais sa sortie, à mon avis, a été assez contre-productive. Confuse aussi, sortie confuse. C'est-à-dire de venir avec une phrase, des phrases très très générales et puis pour nous dire rendez-vous le 15 janvier, c'est quand même, on ne sait pas sur quoi elle se positionne finalement, Christiane Taubira. Et par ailleurs, à partir du moment où elle descend dans l'arène, elle s'en prend plein la tête. Je veux dire, le nombre de gens qui maintenant… Tiroir à archives. Oui, absolument. Tout le monde ressort les prises de position de Taubira et on ne peut pas dire qu'elle les ait beaucoup clarifiées. On ne peut pas dire qu'elle ait dit dans sa prise de position où est-ce qu'elle se situait véritablement sur le plan politique. Donc, on va revenir quand même sur Jadot que tu évoquais, Catherine, parce que pour moi, ça reste encore l'énigme à gauche. Bon, on va y revenir, mais encore un mot justement sur cette idée de primaire. Bon, je sais, on se parle souvent tous les trois et je connais vos arguments, mais je pense que c'est intéressant que vous les avanciez parce que là, aujourd'hui ou hier, je crois que c'est aujourd'hui, un sondage justement de Cluster 17 fait un sondage sur une hypothèse de primaire où Jean-Luc Mélenchon arrive largement en tête à 37%, en second arriverait Christiane Taubira à 25%, puis Yannick Jadot à 16%. Ensuite, le match se joue entre Philippe Poutou et Anne Hidalgo, ce qui est assez drôle, et en dernier queue de peloton, Montebourg, puis Roussel. Est-ce que finalement, j'ai presque plaidé souvent ici et là parce que ça pourrait régler un certain nombre de choses, justement cette confusion à gauche qu'il y a sur qui donne le là à gauche, qui cherche à s'imposer, qui de Mélenchon après la présidentielle, des Verts après les européennes ont décidé qu'ils étaient le centre névralgique de la gauche. Est-ce qu'une primaire, encore une fois, aujourd'hui, après cette semaine de vacances que vous venez de passer, elle vous paraît pas être une solution quand même, y compris d'ailleurs pour ceux qui la refusent, Jadot et Mélenchon, qui pourraient s'en sortir être les grands vainqueurs, pas Jadot, mais Jean-Luc Mélenchon? Alors, moi, j'aime me faire le relais de la parole de Roger Martelly, qui n'est pas présent dans ce Zoom. Mais ce qu'avançait Roger, c'était deux choses. D'une part, ce sondage, il est fait sur l'ensemble des sympathisants de gauche. Or, l'ensemble des sympathisants de gauche ne voteront pas à la primaire. Ça sera d'autres gens en fait qui vont voter à la primaire, sûrement une partie de ces sympathisants de gauche, mais on peut imaginer que si là Jean-Luc Mélenchon fait 37%, peut-être que parmi les votants à la primaire populaire, il ne fera que 10%. J'en sais rien. Ça peut être. On ne connaît pas tellement la sociologie des gens qui sont inscrits à cette primaire populaire. Mais Pablo, là, tu es sur. Là, certes, tu nous fais du Roger Martelly, mais le cadre d'une primaire, c'est un cadre comme on les connaît, c'est-à-dire des débats, c'est aussi la mise en perspective des différentes programmatiques, donc du débat, peut-être un peu de conflictualité, peut-être aussi la mise au point et la mise à l'ordre du jour de convergence entre les différents candidats. C'est aussi des personnalités qui se démarquent les unes des autres. C'est ça une primaire aussi. Est-ce que finalement, ça ne pourrait pas régler le problème de qui est le candidat de la gauche qui peut être en capacité d'aller aux c'est parce que je vais donc avancer le deuxième point de Roger Martelly, qui était de dire, de toutes les façons, même si, on va dire admettons qu'ils acceptent tous de participer à la primaire, une fois qu'il y en a un qui est désigné, admettons même que les autres se rangent derrière cette personne qui est désignée, est-ce que les gens qui ont voté à la primaire et plus largement les sympathisants de gauche
iront voter pour cette personne. Je pense notamment aux gens qui voulaient voter Anne Hidalgo. Est-ce qu'ils iront voter, si c'est Jean-Luc Mélenchon qui sort gagnant de la primaire, est-ce qu'ils iront voter lors du vote le 10 avril pour Jean-Luc Les Mélenchon? socialistes en Peut-être 2017, pas. les socialistes en 2017 ont majoritairement voté Mélenchon, mais ça, c'est des Et les hypothèses. Ce que je veux insoumis, tu dire, c'est penses la qu'ils iront méthode. voter Yannick Jadot? Moi, je t'interroge sur la méthode. Oui, je pense qu'il y a une partie de l'électorat de Et Yannick la Jadot méthode, qui on ne voterait sait pas Mélenchon. faire une primaire en France. Enfin, je veux dire, on a déjà On ne essayé, sait il y a pas déjà eu des faire. primaires. C'est ce Il qui y a a déjà porté eu à la des victoire. primaires. C'est ce qui a porté François Hollande à la victoire, et c'est ce qui pourrait porter une Valérie Pécresse à la victoire. Bah, on a vu ce que ça a donné les primaires aussi en 2017. Enfin, je veux dire, il y a eu je ne sais plus combien de candidats. Il n'y en a pas un qui a voté pour le gagnant de la primaire. Il n'y en a pas un qui a fait campagne pour lui. Ils ont même passé leur temps à lui mettre des bâtons dans les roues. Emmanuel Valls, les Cambadélis et compagnie. On ne sait pas faire. Bernie Sanders, oui, quand Joe Biden a gagné donc, la primaire, la gauche continue dans sa stratégie du on part tous de son point de départ et on s'en fout que la stratégie ne marche pas finalement, quoi. Moi, je pense qu'il y a eu une primaire à droite, et ce que je notais tout à l'heure, c'est que Éric Ciotti joue sa fonction et rabat sur Valérie Pécresse l'électorat qui était tenté par aller vers Éric Zemmour. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas d'inéluctabilité à ce que la primaire se traduise par un éclatement et au contraire, elle peut produire une dynamique. En 2012, Martine Aubry avait quand même vraiment joué le jeu de faire converger tout l'électorat sur François Hollande. Donc, on était au sein du Parti socialiste. Oui, mais bien sûr. Mais la question, moi, jusqu'à présent, je ne croyais pas à la primaire parce que je pensais que les comptes n'avaient pas été réglés à gauche et qu'il n'y avait pas de possibilité de fongibilité entre les électorats. En gros, qu'il y avait un électorat qui restait très hostile à la gestion de François Hollande, à cet héritage, et qui était sur une forme de radicalité qui était du côté de Mélenchon et Roussel d'un côté, et d'autre part un grand pôle qui pouvait être plus compatible, des électorats plus homogènes, c'est-à-dire qu'on avait l'électorat de Jadot et d'Hidalgo qui pouvaient se tromper l'un l'autre, et qu'il y avait un peu une séparation entre les deux. Et en fait, j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait si sûr que ça. C'est-à-dire que finalement, cette pression pour qu'il y ait une solution commune à gauche qui émerge est tellement, moi je la trouve tellement perceptible, c'est qu'au fond, même si on reproche à Hidalgo de ne rien dire du bilan de François Hollande et finalement de l'approuver, voire de ne rien dire du tout, même si on reproche à Christiane Taubira de ne rien dire du tout et d'être dans un flou absolu, même si on reproche à Jean-Luc Mélenchon ses sauts d'humeur et son hégémonisme, même si on reproche à Yannick Jadot finalement de ne pas dégager une puissance tellement claire, tout ça, finalement, ça me paraît être assez second par rapport à ce qui occupe les gens. C'est c'est pas possible de se retrouver à devoir arbitrer entre 4 candidats de droite ou d'extrême droite. Parce que les gens ne veulent pas de ça, ne veulent pas se retrouver à avoir Pécresse. Vous pouvez le mettre dans tous les sens. Pécresse face à Macron, il se passe quoi? Macron face à Marine Le Pen, il se passe quoi? Pécresse face à Marine Le Pen, il se passe quoi? Enfin, je veux dire, les gens ne veulent pas de ces configurations-là à gauche. Deuxièmement, je pense qu'il y a quand même des choses qui ont progressé. Je pense que le bilan de François Hollande, le Parti socialiste ne veut pas l'entendre, il ne veut pas le reconnaître, il ne veut pas faire son aggiornamento, mais il est absolument récusé par la gauche dans son ensemble. L'urgence écologique aussi, les problématiques d'inégalité aussi, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a un socle qui s'installe et qui fait qu'on est prêt à beaucoup de compromis. Et la ligne de partage entre les pro-nucléaires et les anti-nucléaires ne fait pas... ça ne fera pas la maille, quoi. Je veux dire, de toute façon, pendant 30 ans, on ne va pas sortir du nucléaire, 25 ans, dans l'hypothèse la plus courte, et que donc, on ne va pas tout sacrifier aujourd'hui à cet enjeu du nucléaire ou cet enjeu des wokistes contre les laïcards, ou je ne sais pas quoi, toutes ces bêtises qui nous ont été servies matin, midi et soir. Donc, en fait, j'ai tendance, moi, à revoir ce que je croyais jusque-là, c'est-à-dire qu'une primaire ne pouvait pas
agrégé. Je pensais qu'il ne pouvait pas y avoir, si c'était Mélenchon qui sortait, il perdait l'autre partie de la gauche, et si c'était Jadot qui sortait, il perdait l'autre partie du côté de Mélenchon et de Roussel. Et en fait, j'ai le sentiment que l'urgence, l'inquiétude et la somme des enjeux qui convergent. Je n'ai cessé de dire ici que je crois que c'est les grands axes qui nous déterminent et pas le détail des propositions, et que dans ces grands axes, il me semble qu'il y a quelque chose qui peut faire converger la gauche, et que donc, moi, je pense qu'une primaire à gauche peut être une solution. Je ne sais pas si, et je le dis aujourd'hui alors que je pensais exactement le contraire. Pierre, tu en témoignes, on en a souvent discuté. Je pensais le contraire. Je pensais qu'il y aurait un candidat qui allait émerger, et je ne vois pas de candidat qui va émerger au niveau où il faudrait qu'il émerge. C'est-à-dire, peut-être que Mélenchon sera devant les autres, ça je ne dis pas le contraire, mais pas au point d'avoir la crédibilité d'être celui qui peut aller au second tour et celui qui peut gagner, ce qui serait de nature à mobiliser véritablement l'électorat populaire, jeune et de gauche. Vas-y, Pablo, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, mais alors justement, l'enjeu, moi, c'est ce qui me dérange le plus en fait lorsqu'on parle de primaire, mais plus globalement lorsqu'on regarde les différentes stratégies des uns et des autres à gauche, c'est qu'en fait, il ne s'agit plus de gagner la présidentielle, mais tout est aujourd'hui réduit à, c'est juste la stratégie des uns et des autres, c'est juste d'exister. Il faut qu'ils puissent exister, il faut qu'ils puissent se projeter après 2022, après la présidentielle, après les législatives, et pour cela, ils ont besoin d'aller jusqu'au bout ou pas d'ailleurs. Ils peuvent changer de stratégie en cours de route et dire bon, peut-être qu'on va quand même pouvoir exister, je ne sais pas si on est le Parti communiste en se rangeant derrière Jean-Luc Mélenchon, etc. Mais le but n'est pas de gagner in fine. Le but, c'est juste d'exister. Et ça, c'est un problème. En fait, la gauche, hier, j'écoutais la chercheuse Virginie Martin qui parlait sur un space sur Twitter, un space organisé par Anas Kazib, sur pourquoi la gauche est coincée à entre 20 et 25%, toute gauche confondue. Et Virginie disait, le problème, c'est que la gauche joue la défensive. On est uniquement en train de se dire comment est-ce qu'on va faire pour arriver au second tour. En vérité, peu importe qui arrive à arriver au second tour, il se fait balayer par Emmanuel Macron ou par Valérie Pécresse. Hein. Il n'y a même pas de doute là-dessus. Donc l'enjeu, c'est juste de dire, est-ce que la barre pour arriver au second tour va être assez basse, genre autour de 15%, pour qu'un candidat de gauche, que ce soit Yannick Jadot ou Jean-Luc Mélenchon, hein, pour ne prendre que, arrive, exactement, le trou de souris, arrive à se hisser au second tour. Mais en fait, c'est pathétique comme enjeu. On peut pas, je ne vois pas comment la gauche peut être enthousiasmante et peut genre soulever des foules et aller chercher. Donc ça veut dire que pour toi, quoi qu'il se passe, la gauche est défaite, elle ne peut pas gagner de 2022. C'est ce que tu nous dis là. Mais c'est pas ça. C'est qu'elle s'est aujourd'hui, dans les discours des uns et des autres et dans les stratégies des uns et des autres, je constate qu'elle s'est résignée à gagner 2022 et que la seule chose sur laquelle elle s'arc-boute, c'est son existence ou l'existence de chacun de ces précarés mis les uns à côté des autres. Et que ça peut faire que désespérer de plus en plus le fameux peuple de gauche, si tant est qu'il existe, mais ça désespère les gens. Comment vous voulez aller vous dire que vous allez faire une campagne pour la présidentielle ou même aller voter pour un candidat à la présidentielle si c'est juste pour lui assurer son existence ou l'existence de son groupe politique après l'élection? C'est nul, personne n'a envie de ça, ça n'intéresse personne. Ce qu'on a envie, c'est d'un projet, c'est d'un avenir. Je suis totalement d'accord. Moi, je pense que Ségolène Royal avait fait sortir les quartiers populaires par anti-sarkozysme d'une part, mais aussi parce qu'on pensait qu'elle pouvait gagner. Et Jean-Luc Mélenchon avait réussi la même chose parce qu'on pensait qu'il pouvait être au second tour et donc que le match était ouvert. Donc moi, je suis d'accord avec toi qu'il y a une dynamique. Si on parvient à recrédibiliser l'hypothèse gauche, ça va avoir un effet d'entraînement, c'est-à-dire que ça réintéresse les gens qui s'en fichent complètement d'aller départager les différents partis de la gauche. Ce n'est pas leur sujet, ils s'en foutent de ça. Donc, il faut sortir de cette stratégie de la différenciation. Moi, je crois que j'espère, j'attends, je le souhaite, Jean-Luc, nous entends-tu, qu'il y ait quelqu'un qui se mette en situation d'être rassembleur, c'est-à-dire de ne pas chercher à exclure, cliver, prendre acte de ce qui unit l'électorat de gauche.
C'est-à-dire, encore une fois, oui, Anne Hidalgo, elle ne dit rien de fondamentalement qui remette en cause l'espèce de gloubi-boulga social-libéral pro-business de François Hollande. Voilà, c'est vrai. C'est vrai qu'elle a commencé sa campagne en expliquant que les Verts et les Insoumis avaient un problème avec la République. Bon, elle était dans une stratégie de différenciation, de clivage, comme d'autres l'ont fait. Moi, je pense qu'il faut s'en foutre de ça. Ce n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas Anne Hidalgo. Le problème, c'est qu'est-ce que pensent les gens qui espèrent ne pas se retrouver dans la nasse d'un second tour entre des candidats de droite et d'extrême droite. Et c'est à eux qu'il faut parler. Et ces gens-là, ils ont beaucoup en commun. Ils n'ont pas tout en commun, mais surtout, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été discutées, quoi. Je veux dire, en fait, en ce moment, on ne discute de rien. Je veux dire, les seuls débats qui nous occupent là en ce moment, c'est des débats qui sont soit des débats relativement secondaires, soit on parle du Covid. Oui. Non, on parle de rien d'autre en ce moment. Donc, pourquoi chercher à mettre des frontières entre tous ces électorats qui n'attendent qu'une proposition offensive sur les enjeux d'aujourd'hui, voilà, le réchauffement climatique, les inégalités, les migrants, etc. Justement, c'est intéressant ce que tu dis, Catherine, parce que ce qui devrait être le cœur de la campagne, peut-être à gauche notamment, ça devrait être la question écolo. Et là, il y a le candidat écolo, Yannick Jadot. Alors peut-être que c'est moi qui me trompe et vous allez me dire si je me trompe. C'est pour ça que je voulais qu'on s'arrête sur le profil de Yannick Jadot. Mais où est-il ? Je n'entends rien. Pourtant, je l'écoute quand il fait des matinales ou quand il est un invité politique du dimanche ou quand il publie des interviews. J'essaie de suivre et j'essaie de l'entendre, mais je ne perçois pas le son de sa voix ou le son de sa candidature, ce que sa candidature évoque, ce qu'elle génère. C'est peut-être un peu dur dit comme ça, mais j'ai le sentiment qu'alors qu'il devrait avoir peut-être une place stratégique à gauche, il est inexistant dans cette campagne. Moi, je me souviens d'un débrief qu'on avait fait à propos des primaires des écologistes. Et je me souviens de ce que j'avais à l'époque ressenti. C'était qu'il y en avait deux qui crevaient l'écran. C'était Delphine Batho et Sandrine Rousseau. Il y en avait deux qui portaient, tandis que Jadot était dans une stratégie d'être déjà celui qui va rassembler la famille écologique, blablabla. Et en fait, peut-être que sa stratégie, c'est son être. En fait, je veux dire, je ne sais pas s'il peut faire autre chose que ça, mais je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que ça ne porte pas. Je veux dire, ça n'imprime pas, quoi. Mais non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est si la première mesure, c'est les abattoirs, ou je ne sais plus, une chose comme ça qu'il a. Oui, bon, c'était un peu vache. Ouais, c'est moi qui vous aviez lancé là-dessus, parce qu'effectivement, il avait été lancé lors de l'interview, c'était une matinale où il y avait Sandrine Rousseau puis Yannick Jadot, et Sandrine Rousseau avait dit, moi, je fais, je crois la réduction du temps de travail et l'égalité femmes-hommes salariale, je crois. Et lui, il avait dit, j'arrête effectivement l'élevage intensif. Ben oui, mais moi, c'est pas que je suis pour l'élevage intensif, mais ça peut pas faire on peut pas jouer l'élection présidentielle sur ça. Enfin, je veux dire, il ne rentre pas dans son sujet, quoi, Yannick Jadot. Et probablement parce que il a pas le discours, hein, il n'a pas simplement pas la stratégie, il n'a pas le discours qui lui permet. Pablo, vas-y, un mot sur les Verts, Pablo. D'ailleurs, si je puis me permettre, j'ai l'impression que c'est un peu un problème constant, en fait. Enfin, c'est un problème qui date chez les Verts, c'est-à-dire cette capacité à montrer qu'en responsabilité, au plus haut niveau de l'État, hein, pas des communes, au plus haut niveau de l'État, ils pourraient faire quelque chose. Alors, ils commencent à le démontrer au niveau des villes, hein, notamment. Ils ont pris quand même des grosses villes en France et a priori, bon, maintenant, ça fait plus d'1 an et demi, c'est plutôt positif, hein. Le bilan en fait de ces maires a l'air plutôt correct. En revanche, au niveau de l'État, on a toujours un peu de mal à comprendre ce qu'ils pourraient faire. Et c'est là que je vois qu'il y a un gros danger en fait pour l'existence d'un parti comme Europe Écologie Les Verts, c'est qu'en fait ils se font damer le pion de l'écologisme entre guillemets par d'autres candidats. C'est-à-dire que Emmanuel Macron fait que répéter que c'est lui le candidat écologiste. Il l'a articulé, il le montre aussi il essaye de le démontrer. Hein. Nous, on le déconstruit hein, quand il avance ses arguments. Mais lui, il tient dur comme fer à dire qu'il est un président écologiste. Il était un candidat écologiste en 2007. Maintenant, il est un président écologiste. Anne Hidalgo, d'un autre côté, elle aussi, elle essaye de montrer qu'elle est écologiste. Jean-Luc Mélenchon, lui, il est éco-socialiste. Hein. Il avait sorti le mot. Maintenant, il y a le concept et il l'avait développé abondamment pendant assez longtemps. Donc, j'ai l'impression qu'ils n'ont plus tellement d'espace en fait pour exister et pour démontrer
montrer en fait que leur vision de l'écologisme, entre guillemets, peut être valable en fait, peut être une colonne vertébrale idéologique assez forte pour avoir pour ambition de prendre la tête de l'État. Moi, je pense que l'écologie est devenue un sujet politique. Donc, en fait, il y a plusieurs façons d'envisager le combat contre le réchauffement climatique et pour la biodiversité. Et en effet, tous ceux que tu as signalés ont une proposition écologique. Voilà. Et que le problème des écologistes, c'est qu'il faut qu'ils arrêtent de croire qu'ils sont les seuls et il faut qu'ils fassent une vraie proposition globale. Et c'est pour ça que je disais que Batho et Rousseau, à mon avis, avaient fait une proposition qui était suffisamment globale pour identifier une vision de la société et que Jadot reste un militant d'une certaine manière de la cause environnementale. Et ça, ça ne va pas, quoi. Pour l'élection présidentielle, ça va pas. Un mot de pronostic, tous les deux, je vous livre à l'exercice. Alors, primaire, il y aura ou il n'y aura pas? Et deuxième question, la gauche peut-elle encore gagner, Catherine? Oh, c'est vache. Moi, on remontrera ces images à la rentrée. Moi, je crois que la primaire, je pense que la primaire est réouverte, enfin que c'est une question qui s'est réouverte. Est-ce que si la primaire est un succès et qu'il y a un candidat et que tout le monde veut jouer le jeu, c'est pas impossible de gagner. Et du coup, la gauche peut avoir ses chances pour 2022. Le problème, c'est que le total des droites en France est quand même très, très élevé. Quoi. Très fort, il faut remobiliser beaucoup la gauche en pas beaucoup de temps. Quoi, parce que moi, je ne crois pas que la droite soit passée à 75%. Enfin, 75% des Français sont de droite. Je ne crois pas du tout. Mais par contre, je pense que l'électorat de gauche est très désespéré et il va falloir le remobiliser. Quoi. Sans divulgacher, comme le diraient nos amis canadiens, le prochain numéro de Regard qui sortira en librairie en janvier. Si la gauche se ressaisit, on sera un peu, dans les choux. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans la merde, mais on n'est pas à l'abri ni d'un sursaut, ni de. Il peut se passer plein de choses en 3 mois. Hein. Enfin, moi, je me souviens, on discute souvent avec des gens. Il y en a qui nous disent oui, un AVC, c'est vite arrivé. Hein. Je ne le souhaite à personne, bien sûr, mais c'est vite arrivé. Non, mais un François Fillon. Une affaire, exactement, une affaire sur les uns ou sur les autres. Et tout d'un coup, une candidature qui se pète la gueule dans les sondages. Et donc, du coup, une autre qui prend l'ascendant. Il peut se passer plein de choses. Eh ben, c'est sur notre optimisme qu'on va finir 2022. Est-ce que vous avez un coup de cœur tous les deux pour ceux qui sont encore en vacances et qui auraient, je sais pas, un film à voir, un livre à lire? Moi, je donne le mien parce que je viens de voir enfin le film L'événement d'Audrey Diwan qui a eu, qui a eu le premier prix de la Mostra de Venise. C'est un film qui est inspiré du livre d'Annie Ernaux sur l'avortement. C'est l'avortement dans les années 60. C'est un film sublime. Je crois qu'il est encore à l'affiche un peu partout en France, donc allez-y. Ça s'appelle L'événement et c'est d'Audrey Diwan. Catherine? Pablo, vas-y. Pablo, vas-y. Ouais, moi, c'est une BD que j'ai reçue à Noël de la part de mes parents. C'est Élise ou les nouveaux partisans de Tardy. Et c'est en fait la jeunesse de Dominique Grange, qui est la femme de Jacques Tardy. Et c'est sa vie à la fois militante et chanteuse qui refuse le monde du showbiz et qui est engagée dans absolument toutes les luttes dans les années 60 et 70. Et c'est, comme à peu près toutes les BD de Tardy, absolument extraordinaire. Moi, c'est une série sur Arte de 4 fois 2 heures consacrée à Mohamed Ali. Alors, je suis une grande fan de Mohamed Ali. J'ai été biberonnée à sa figure comme un grand champion de boxe noir américain qui a refusé d'aller au Vietnam au prix d'une menace de 5 ans d'emprisonnement. Et donc, je connaissais assez bien sa vie. J'avais vu les 2 films qui ont déjà été faits sur lui. Mais cette série-là est absolument remarquable. D'abord parce qu'on en apprend beaucoup plus sur lui. Évidemment, il y a 8 heures, donc on a le temps. C'est fait à partir de documents, d'archives et d'interviews. Et c'est une série qui est non hagiographique. Donc, notamment, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est comment un jeune homme noir rebelle dans l'Amérique des années 60-70 va tenir tête et finalement va se retrouver aussi un peu cul par-dessus tête embarqué dans Nation of Islam, qui est une secte ultra raciste qui a même réussi à excommunier Malcolm X parce qu'il était trop mou, c'est dire le niveau des gars. Et en fait, Mohamed Ali se trouve acculé finalement à défendre
Nation of Islam, tellement on l'oblige à se renier. Et j'ai trouvé que ça évoquait pas mal de choses sur, enfin en tout cas, ça a eu un écho dans moi sur la manière que l'on a de se comporter avec une jeunesse qui ne veut pas baisser la tête et à qui on décide de taper dessus pour jusqu'à ce qu'elle rentre les épaules. Et ben lui, il n'a pas rentré ses épaules et c'est une très belle personne avec ses contradictions, mais j'ai trouvé ça absolument superbe. Voilà, c'est sur Arte, comme d'habitude, il y a des trucs géniaux. Et puis, s'il n'y a pas assez avec les 3 coups de cœur qu'on vient de suggérer, il y a encore les Midinales à revoir, et notamment, je pense à la dernière de Cyril Dion sur son film Animal, qui est vraiment génial, qui personnellement, comme je le dis dans l'interview d'ailleurs, moi, m'a impacté directement parce que ça m'a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses et je pense que ça va bouleverser aussi une partie de mon quotidien et notamment de mes habitudes alimentaires. Bref, regardez-le, écoutez cette interview, elle est vraiment bien. Alors moi, j'avais un deuxième petit coup de cœur, plus tu en as donné. Allez, vas-y. Moi, c'est l'exposition qui est place du Colonel Fabien, donc sous la coupole du siège du Parti communiste, où il y a une exposition des œuvres d'art qui ont été données au Parti communiste par les plasticiens jusqu'aux années 80 à peu près. Et c'est vraiment une très belle exposition d'art. Et donc, ça vaut la peine d'aller la regarder et éventuellement d'en avoir le cœur serré, que cette histoire d'alliance entre des artistes, des intellectuels et le Parti communiste soit arrêtée. Bien. Mais ça vaut vraiment la peine d'y aller. C'est les après-midi de 14h à 18h, place du Colonel Fabien. Et ça donne l'occasion de voir le bâtiment de Niemeyer. Le magnifique bâtiment, ouais. Toujours aussi beau. Allez, on se retrouve à la rentrée. Je pense que la rentrée sera dense au moins jusqu'au mois de juin avec les élections présidentielles puis législatives. On suivra ça de près. Bonne fête à vous. Ciao, ciao.